Merci William. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici. La dernière fois, c'était en mois de novembre pour une soutenance de thèse. Aujourd'hui, je vais faire Je vais répondre un peu à la commande, puisque j'ai vu que dans l'un des axes de ce laboratoire, il y avait la question de la réflexivité du chercheur, et pour rentrer un peu dans ce qu'on appelle la boîte noire de la recherche, et pour savoir pourquoi on produit certains objets, comment devient-on chercheur en sociologie du sport. Et donc j'ai intitulé cette intervention du ballon à l'article scientifique, parce que comme un certain nombre d'entre vous, je viens du terrain, c'est-à-dire j'étais sportif moi-même, et progressivement je suis allé vers la sociologie en utilisant ce retour pratique, connaissance pratique du terrain sportif. Alors pour faire mon intervention, je mobilise évidemment quelques concepts sociologiques pour expliquer mon parcours. J'ai recours à la notion de parcours qu'on utilise dans la sociologie des parcours de vie, parcours étant une suite, un enchaînement d'événements subis ou choisis avec des expériences, mais aussi avec des bifurcations, des tournants. Et évidemment, ce parcours est aussi un effet de trajectoire sociale, et c'est lié aussi à un contexte. On verra que le contexte à Strasbourg est un contexte particulier qui nous porte les chercheurs vers certains sujets, certains objets. Il y a un contexte politique, il y a une politique sportive de la ville de Strasbourg, puisque nous avons des partenariats, notamment en matière de sport-santé. C'est pour ça que l'on travaille depuis quelques années sur le sport-santé, mais aussi sur les questions de démocratie participative dans le sport. Donc ça c'est le contexte, si vous voulez, politique locale. Il y a un contexte académique, puisque dans notre université, on verra, il y a des grands axes, des grands sujets qui sont abordés. À l'intérieur de ces parcours, qui sont aussi des effets de trajectoire et de contexte, évidemment, le chercheur a des stratégies, peut avoir des stratégies de recherche, que je définis comme un sens du jeu académique, en fonction de certaines dispositions et de l'espace des possibles. Ces stratégies, elles peuvent être conscientes, c'est-à-dire qu'on peut connaître, en tant que jeune chercheur par exemple, on peut connaître les sujets qui sont porteurs dans notre champ académique, on peut connaître des revues. Moi par exemple, lorsque j'étais jeune doctorant, personne ne m'avait parlé des revues dans lesquelles il fallait publier. J'ai fait des essais, j'ai cherché moi-même, mais dans d'autres labos, il y a une formation qui indique quelles sont les revues les plus reconnues, où on peut publier, etc. Donc les stratégies, elles peuvent être conscientes, mais aussi inconscientes. On peut avoir un certain goût pour certains terrains et certains choix d'objets. Et donc, tous ces concepts me permettent de répondre par la suite, on verra, à la question comment naissent de nouveaux objets en sociologie du sport et dans quelles conditions on peut aussi changer de terrain, tout en gardant le cap théorique. Et moi-même, j'ai travaillé sur un certain nombre d'objets, la sociologie de l'engagement sportif, la sociologie des organisations sportives, de l'intégration des quartiers, de l'européanisation par le sport, des dispositifs de sport-santé. On verra pourquoi il y a ce changement. Mais on verra que c'est un changement de façade, parce que derrière, il y a toujours une théorisation qui relie l'ensemble de ces terrains. C'est ce que j'appelle un programme de recherche. Et dans ce programme de recherche, l'un des fils conducteurs, c'est toujours de travailler sur le sport. C'est toujours les activités physiques et sportives. Je n'ai pas changé de terrain d'études. Et c'est toujours, ce que je développe, c'est une analyse que j'appelle une homologie structurelle. J'essaie de vérifier s'il y a une correspondance entre les positions des personnes dans des espaces particuliers, dans un monde particulier, et leur discours, leur représentation sur des questions sportives, que ce soit des politiques sportives, des pratiques sportives. Et donc j'essaie de développer ça et surtout de travailler sur le rôle des représentations sociales et des intérêts dans la construction de certaines configurations organisationnelles, des politiques dans le monde des sports.
Et j'essaye aussi, après je vais illustrer tout ce que je dis, mais j'essaye aussi de comprendre comment se construisent des nouvelles catégories et comment ces catégories circulent et se traduisent. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans les années 2000, 2005, 2012 sur la question de l'intégration par le sport. Et cette question-là, elle m'intéressait parce que c'est une nouvelle catégorie qui apparaissait dans les années 2000. On parlait aussi de sociosport, par exemple, et beaucoup d'intégration par le sport. Nicolas Benin a travaillé sur ces questions. Et j'ai essayé de comprendre comment ça circulait, comment ces notions circulaient. Et je me suis servi d'un auteur qui s'appelle Brubaker, qui a montré comment des concepts circulent. Et lui, il avait travaillé sur la notion d'identité aux États-Unis. Il a montré comment la notion d'identité circulait, est venue de la psychologie et est passée à la sociologie. Et j'ai essayé d'utiliser cette même théorisation de Brubaker pour montrer que la notion de l'intégration par le sport est venue d'experts et ensuite a circulé et s'est transformée en une catégorie pratique, c'est-à-dire réutilisée par des acteurs ordinaires, entre guillemets, par exemple des éducateurs ou des animateurs qui ont utilisé aussi cette idée. Alors, lorsqu'on produit des nouvelles connaissances en sociologie du sport, mais on pourrait prendre ça à travers d'autres objets, il y a différents niveaux d'influence qui interviennent. Vous avez par la suite trois grands niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau macro-sociologique, c'est-à-dire si on choisit des objets pour le sport, à un moment donné, c'est parce qu'il y a un contexte, peut-être national, qui peut nous conduire à choisir certains sujets. Moi-même, on verra ça par la suite, j'étais étudiant dans un EREPS, puisque j'ai préparé le CAPES très longtemps, et donc j'étais dans un tournant dans les années 80-90 où on est passé des UREPS aux UFR-STAPS. Et donc, il y avait une recherche de légitimité, de scientificité, où les jeunes chercheurs ont développé, alors que ce soit dans les sciences de la vie et de la santé ou les sciences humaines et sociales, on fait des thèses sur certains objets académiques. Et moi, à mon époque, à Strasbourg, je suis allé en sociologie faire mon DEA et ensuite ma thèse, parce qu'il n'y avait aucun enseignant-chercheur habilité qui pouvait m'encadrer à l'époque. Mais en même temps, le contexte des années 80-90, j'ai commencé à faire des recherches, c'était aussi un contexte où il y avait de fortes transformations des mondes du sport. Il y a des nouvelles pratiques sportives qui émergent, des nouveaux dispositifs qui émergent. Et donc, tout ceci crée un contexte qui est plutôt macro-sociologique, avec des nouveaux objets de recherche aussi en sociologie de manière générale. Ensuite, le deuxième niveau d'influence, c'est le contexte mésosociologique. Et là, c'est plutôt la configuration locale, qui peut être une configuration académique strasbourgeoise. À Strasbourg, à l'université de Strasbourg, il y a des thématiques qui sont plutôt porteuses, que développent d'autres chercheurs de manière interdisciplinaire, et qui influencent évidemment à un moment le chercheur qui se retrouve dans cette configuration. Et il y a aussi le contexte local, j'en ai parlé avant, où il y a des politiques sportives locales qui développent des nouvelles politiques en matière d'intégration par le sport, par exemple, ou en matière de sport santé. Je vais développer ça par la suite. Et enfin, il y a le contexte micro-sociologique qui, lui, est plutôt de l'ordre de l'interaction, de la rencontre entre le chercheur et un encadrant, ou avec d'autres chercheurs, qui peut influencer aussi les recherches. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler l'habitus du chercheur, c'est-à-dire cette façon particulière de faire de la recherche qui est liée aussi à ses propres dispositions. Donc les trois échelles expliquent à un moment comment le chercheur produit de la recherche. Alors si je m'applique ce que j'ai dit jusqu'à présent, moi-même, au départ, je n'étais pas prédestiné à faire de la recherche. Je viens d'un milieu populaire. Mes parents sont d'origine italienne, donc issus de la deuxième génération d'immigration. Et comme tout
dire, petit gars du coin, j'ai fait du football, puisque tout le monde faisait du football dans la banlieue où j'habitais, banlieue mulhousienne, et c'est comme ça que je suis rentré dans le sport. Mais par la suite, j'ai changé de sport, puisque grâce à l'école, en collège, un enseignant de PS m'a dit il faut t'orienter plutôt vers le volleyball, parce que c'est vrai que le football, j'étais peut-être pas très bon aussi en football, et mon physique ne correspondait pas au physique du footballeur, mais plutôt à celui du volleyeur. Donc ce prof de PS m'a orienté vers un club de volley, activité que je ne connaissais pas, parce que dans ma famille, personne ne faisait de sport, et j'ai pratiqué par la suite le volleyball à haut niveau, puisque j'ai atteint le niveau national, j'ai joué en National 2, une année en National 1 à Strasbourg à l'époque, et donc j'ai acquis cet habitus sportif avec, j'ai passé beaucoup de temps, c'était une pratique très intensive, mais en même temps, au lycée, j'ai découvert aussi la sociologie, puisque j'étais dans une filière qu'on appelait à l'époque sciences économiques et sociales, et c'est pour ça que cette ouverture vers la sociologie m'a intéressé, et puis j'ai hésité, une fois le bac en poche, pour aller faire plutôt des études de sociologie ou plutôt des études en STAPS. Et c'est parce que j'étais sportif, on va dire de haut niveau, que j'ai choisi les STAPS. Et j'ai passé un CAPES, une agrégation. Et par la suite, je suis allé, après la maîtrise en STAPS, faire un débat de sociologie, une thèse, une ingénierie en sociologie. Donc il y a un certain nombre de bifurcations. Et j'ai enseigné, puisque j'ai été prof de PS en France, mais aussi au Maroc, puisque j'ai été coopérant pendant 2 ans, où j'ai travaillé à Casablanca, dans un lycée, ce qui m'a permis un peu de découvrir d'autres pratiques, un autre monde, et de prendre la licence aussi avec la France. Et donc, on voit que progressivement, cette inculcation de l'habitus sociologique se fait grâce au croisement de terrain, un cadre théorique que je vais développer à partir, très tôt d'ailleurs, à partir de ma licence STAPS, je vais en parler par la suite, et à travers la rédaction de mémoires de recherche, puisque à mon époque, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais dès la licence, on devait produire un mémoire de recherche avec une enquête, et donc j'ai produit un mémoire en faisant une enquête quantitative, en maîtrise, j'ai refait un mémoire, en DEA, j'ai refait un mémoire, et encore une thèse. Et actuellement, c'est vrai que nous, à Strasbourg, par exemple, les étudiants découvrent un travail de recherche seulement à partir de master. Ils n'ont pas fait de mémoire avant. Et c'est vrai que peut-être ça manque, parce que je vois que toute cette formation, je l'ai acquise grâce à cet ensemble de travaux que j'ai réalisés depuis la licence. Ces mémoires, en fait, j'avais la chance de travailler sur des objets qui n'étaient pas sportifs au départ. Alors que j'étais en STAPS, j'ai fait un mémoire de licence sur qui devient animateur de centre de vacances à travers une étude, à travers l'exemple des candidats au BAFA. J'étais moi-même formateur au BAFA, donc j'ai profité des stages pour mener une enquête par questionnaire où j'ai essayé de voir qui sont sociologiquement, quelle est cette population. Ensuite, en maîtrise, j'ai fait un autre mémoire et j'ai utilisé ma position de coopérant au Maroc. J'ai travaillé 2 ans où j'ai fait une enquête sur mes camarades qui étaient VSNA. Alors VSNA, à l'époque, on appelait ça volontaire pour le service national actif, c'est-à-dire à la place du service militaire, on pouvait, en tant qu'enseignant, partir à l'étranger. Ça n'existe plus à l'heure actuelle, mais on était un certain nombre à l'époque, dans les années 86, 90, à partir à l'étranger, et j'étais nommé à Casablanca, et j'en ai profité pour travailler sur la question du déracinement, mais du déracinement de Français expatriés à l'étranger. Donc j'ai fait ce mémoire, et ensuite en DEA, j'ai travaillé sur l'engagement associatif, non pas dans le sport, mais en général, et j'ai réalisé une sorte de sociologie des dirigeants à Strasbourg. Tout ça m'a permis de tester la théorie de l'habitus, puisque j'ai été formé à la sociologie de Pierre Bourdieu. Pourquoi? Parce que ce sont mes encadrants qui m'ont orienté vers cette théorisation. Et donc là, on voit un effet de la configuration locale. C'est d'abord un enseignant qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Bernard Michon, qui a fait une thèse sur les professeurs d'EPS à l'époque, et qui avait suivi un séminaire avec Christian Possello, Jacques de France à Paris,
et qui avait ramené ça à Strasbourg, et il enseignait la sociologie de Pierre Bourdieu appliquée au sport aux étudiants en EPS à l'époque à Strasbourg. Ensuite, à partir du DEA, j'ai été dirigé par un autre, encadré par un autre professeur qui s'appelle Christian de Montlibert, qui n'est pas très connu dans les STAPS. Je ne sais pas si d'ailleurs si certains le connaissent. C'est un spécialiste des mobilisations collectives. Il est directeur d'une revue qui s'appelle Regard sociologique. Il y a eu quelques articles qui ont été écrits sur le sport. Si ça vous intéresse, c'est une revue qui est en ligne. Il est président de l'association des amis d'Abdelmalek Sayad. C'est pour ça que j'ai été formé à la sociologie d'Abdelmalek Sayad, qui est un sociologue algérien et qui a travaillé par la Suisse en France, très proche de Pierre Bourdieu. Et Christian de Montlibert est aussi membre du comité éditorial d'Actes de la recherche en sciences sociales. Donc on voit un peu l'orientation. Et donc c'est à travers cet encadrement que j'ai été formé dans des séminaires doctoraux à Strasbourg avec une socialisation à la sociologie de Pierre Bourdieu, puisque Christian de Montlibert a fait venir dans les séminaires de formation des personnes, alors peut-être que les noms vous disent quelque chose, mais Gérard Moget, Louis Pinto, Patrick Champagne, Rémi Lenoir, donc c'est toute l'école de Pierre Bourdieu qui est venue à Strasbourg pour faire des séminaires doctoraux, et on était très nombreux à être formés à cette sociologie. Et puis j'ai aussi participé à des séminaires avec Pierre Bourdieu, puisqu'il venait à Strasbourg aussi à l'invitation de Christian de Montlibert, et je me souviens très bien, et j'ai noté la référence, une fois j'ai dû présenter ma thèse en 1995 à Pierre Bourdieu, et à la fin, donc, il fait des remarques, comme dans tout séminaire doctoral, et à un moment il me dit « Attention, William Gasparini, vous êtes trop bourdieuien. Ça risque de jouer des tours dans votre avenir. » Et donc je me suis dit « Mais pourquoi il m'a dit ça ?» Et effectivement, en relisant, puisque j'étais en train de faire ma thèse, je voyais que j'avais utilisé de manière un peu mécanique, si vous voulez, de manière un peu réductrice, mais c'est parce que j'ai eu ces enseignements-là, la théorie de Bourdieu, et lui me disait c'est beaucoup plus complexe, il faudrait travailler en relisant d'autres auteurs. Et donc ça m'est resté, cette réflexion de Pierre Bourdieu, et par la suite nous avons échangé avec Pierre Bourdieu. Je ne sais pas si vous voyez là, au fond, c'est une lettre que m'avait écrit Pierre Bourdieu quand je lui avais envoyé un article, un de mes premiers articles que j'avais publié dans la revue STAPS sur les associations sportives à partir de ma thèse, et il me répond « Cher monsieur, j'ai bien reçu votre article sur la construction sociale de l'organisation sportive. La façon dont vous appliquez le concept de champ à l'étude des associations m'apparaît judicieux. L'apparition d'une logique entrepreneuriale dans ce domaine est en effet une mutation très importante, parce que j'avais montré comment il y a une forme d'emprise du modèle entrepreneurial du fait des dirigeants du sport amateur à Strasbourg. Et il m'écrit « N'hésitez pas à me faire parvenir d'autres études de ce genre. » Donc il m'invitait à échanger avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui répondait en fait au courrier qu'on envoyait. Et donc là, c'est un courrier qui vient du Collège de France. Autre exemple, mais j'ai juste pris deux exemples. J'avais aussi publié une tribune dans Libération que je lui avais envoyée. Et il me dit, cher William Gasparini, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre papier dans Libé, excellente contribution au combat d'aujourd'hui, vous avez raison, etc. De déplorer l'absence d'un José Bové. Alors pourquoi? Parce que je disais à la fin, il n'y a pas suffisamment de critique du modèle du sport de compétition. Et je terminais en disant, mais où sont les José Bové? Alors José Bové, c'était un militant anticapitaliste dans les années 2000, fin des années 1990-2000, et il m'écrit « Je serais très heureux de lire tout ce que vous écrivez dans ce sens. J'ai joint au texte, un texte que j'ai fait à l'occasion du mondial de football, et que vous avez peut-être, qui vous a peut-être échappé, avec toutes mes amitiés. » Donc, s'instaure un échange avec lui où je lui transmets mes travaux, il me fait des remarques, et ce qui permet un peu de structurer ma pensée. Alors pour revenir à ma thèse, mon doctorat portait sur les enjeux de l'engagement associatif, et donc j'avais fait une enquête
sur l'espace associatif et sportif à Strasbourg, à travers la construction de cet espace. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai analysé les facteurs, les déterminants qui conduisent donc des acteurs à s'investir dans cet espace que j'ai appelé l'espace du désintéressement à Strasbourg. Voilà, donc au-delà de tous ces terrains que j'avais développés, en tout cas dans ces années 1990, j'ai essayé de penser, pour reprendre le terme de Pierre Bourdieu, relationnellement les mondes du sport, c'est-à-dire penser ce réseau des relations d'interdépendance à l'intérieur duquel l'individu se socialise, agit, participe à la socialisation des autres en permanence en faisant référence à Elias, Bourdieu et Laïc. Et donc j'ai publié quelques articles dans ces années 1990 pour ensuite faire une grande synthèse. Williams a cité l'ouvrage qui s'intitule « Sociologie de l'organisation sportive », où j'ai essayé de montrer comment se constitue une nouvelle discipline. Et actuellement, d'autres travaillent sur la question. Denis Bernard-Moreau a pris le relais depuis. Moi, je ne travaille plus sur ce terrain, mais à l'époque, c'était un peu nouveau, cette synthèse sur la sociologie de l'organisation sportive, puisqu'il y avait, je me souviens très bien des discussions que j'avais eues avec le directeur de la collection Repères. À l'époque, la découverte dans ces repères voulait développer la thématique du sport. Ils avaient accepté d'abord un premier ouvrage de Jacques de France, et ensuite, il me semble, un deuxième sur l'économie du sport, et le troisième, c'était celui-ci, puis ensuite, il y en a eu d'autres, notamment sur le football, sur le supporterisme. Depuis, je pense que les étudiants en STAPS connaissent assez bien cette collection. Voilà, donc à partir de là, j'ai travaillé plutôt sur les associations sportives locales, en faisant aussi référence aux travaux d'Abdelmalek Sayad, qui avait beaucoup travaillé sur les associations algériennes implantées en France. Et puis je suis allé sur un nouveau terrain, ce que j'ai appelé des associations sportives communautaires, entre guillemets, à partir d'une opportunité. C'était un programme franco-allemand sur l'intégration par le sport, puisque je travaillais avec des chercheurs aussi de l'université de Freiburg, qui est à 30 km de Strasbourg, et tout ça est parti d'un constat. Le constat, c'est qu'en Alsace, comme dans le Bade-Württemberg, qui est le land à proximité de l'Alsace, il y a une forte immigration turque, et on avait constaté qu'il y avait un certain nombre d'associations que certains qualifiaient de clubs turcs. Et donc à partir de là, on a fait des enquêtes, j'ai formé des doctorants, notamment Pierre Weiss, mais aussi une autre doctorante qui s'appelle Romélie Desjans, qui est actuellement maître de conférence à Nîmes, il me semble, et on a travaillé sur la question de ces clubs communautaires, et ce qui m'a amené par la suite à travailler sur la question de l'intégration par le sport, où, comme pour la sociologie des organisations, j'ai essayé de faire un état des lieux de la question que j'ai publié, et j'ai coordonné donc un dossier dans la revue Société contemporaine. Ça me permettait d'interroger une nouvelle catégorie de pensée, c'est celle de l'intégration par le sport. Et donc j'ai rédigé cette introduction, qui est d'ailleurs un des articles, j'ai vu ça hier en faisant des recherches, qui est un des articles les plus lus de la revue Société contemporaine. Et puis j'ai développé d'autres travaux par la suite sur la question de l'immigration en lien avec le sport, dans Home Immigration. J'ai aussi travaillé avec, on verra par la suite, avec des historiens, notamment avec Gérard Noriel, puisque nous avons écrit ensemble l'introduction d'un dossier pour la revue d'Allemagne et des pays de langue allemande. Noriel avait travaillé aussi sur l'Allemagne, sur la question de la nation. Et donc nous avons publié un texte qui s'appelle « S'intégrer dans la communauté nationale par le sport, sociogenèse d'une catégorie de pensée ». Et puis enfin, avec Michel Cobel, mon collègue de Strasbourg, on a aussi travaillé sur la question du football communautaire à travers une grande enquête quantitative à partir des prénoms des joueurs de football en Alsace pour voir l'évolution, s'il y avait, oui ou non, une tendance au développement du football communautaire, ce qui n'est pas le cas en Alsace. Et nous avons publié ces résultats dans la revue qui s'appelle Sciences de la société. Ce sont des articles en ligne qu'on trouve très facilement. Qu'est-ce qui explique aussi le fait que j'ai bifurqué? À un moment, j'ai changé de
d'objets d'études de terrain, c'est parce qu'il y a eu des rencontres. Et en sociologie, j'ai à un moment rencontré Stéphane Gau, qui est un sociologue assez connu, sociologie de la jeunesse notamment, qui est maintenant à la retraite, Jean-Pierre Durand, qui est un sociologue du travail, Daniel Berthaud, qui était directeur de recherche à un moment à Strasbourg, il est toujours à Strasbourg, avec qui j'ai aussi travaillé, avec qui on a fait des séminaires. Et puis en histoire contemporaine, j'ai aussi échangé avec des historiens. Et c'est pour ça que j'ai un lien assez particulier avec l'histoire, en tout cas l'histoire contemporaine, puisque j'ai travaillé, co-publié avec des historiens comme Fabien Archambault, Gérard Moriel, Alfred Wahl, ou Sylvain Sherman, qui est un sociologue de l'intégration européenne. Et j'ai aussi participé à des réseaux de recherche, et à un moment dans ma carrière, dans les années 2000, j'ai pas mal travaillé avec le réseau thématique 25 de l'Association française de sociologie pour montrer comment la sociologie des organisations sportives peut faire partie aussi d'un réseau plus large de sociologues du travail et des organisations. Et nous avons publié avec des collègues des ouvrages sur le travail, comment les sociologies abordent le travail. Là, j'ai amené aussi des papiers sur le sport et enfin sur la question des identités du travail. Voilà, alors je vais passer un peu rapidement parce que sinon je vais être pris par le temps. Qu'est-ce qui explique à un moment que je m'engage sur des nouveaux terrains? Qu'est-ce qui explique ces bifurcations et quels sont les effets d'opportunité? En général, vous pouvez le voir aussi ici dans votre laboratoire, lorsqu'on va sur des terrains, c'est soit parce qu'il y a des thématiques dans son unité de recherche qui sont des choix collectifs qui sont faits et qui dépendent d'un contexte local. Et donc, moi-même, je me suis inscrit dans des axes de mon laboratoire qui s'appelle Sport et Sciences sociales, mais aussi parce que à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, il y a des grandes thématiques qui se développent. Par exemple, l'Europe, la sociologie de l'Europe, c'est un sujet qui est très en vogue et très développé par des politiques, des historiens, des sociologues, des géographes à Strasbourg. Et donc, à un moment, j'étais amené à travailler en interdisciplinarité la question des religions, parce qu'il y a beaucoup de sociologues, historiens des religions à l'Université de Strasbourg, la question de la santé, il y a des grands programmes de recherche en matière de santé. Donc on voit que les grandes thématiques vont à un moment influencer le chercheur, en l'occurrence mes travaux, à partir du moment où je vais commencer à répondre à des contrats, à des appels à projets, on appelle des IDEX, des initiatives d'excellence, des IT, des instituts thématiques interdisciplinaires, des programmes européens. Et donc ça suppose de faire de l'interdisciplinarité, de travailler de rentrer sur des nouveaux terrains, mais ça va dépendre d'un capital scientifique minimal de départ, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur un nouveau terrain si on n'a pas déjà travaillé un minimum sur la question, de connaître ce nouveau terrain, d'appliquer des démarches déjà éprouvées sur d'autres terrains, de pouvoir travailler en interdisciplinarité, de déposer des projets, donc ça veut dire concourir, de former des étudiants, des doctorants, de publier des résultats. Donc ces nouveaux programmes, évidemment, ça suppose tout ce travail. Et je vous donnerai juste l'exemple de l'Europe, puisque actuellement je travaille beaucoup sur la question de l'européanisation du sport. Si je suis rentré aussi sur cette thématique, c'est parce que j'ai participé à une initiative d'excellence qui s'appelait l'École d'études européennes, et j'ai été chargé d'un séminaire européen itinérant sur le sport. J'ai été membre d'un institut des études avancées sur la question du sport. J'ai obtenu par 2 fois une chaire Jean Monnet. Vous savez, les chaires Jean Monnet, ce sont des financements européens à travers le programme Erasmus+, qui demandent aux chercheurs de travailler sur l'intégration européenne à travers des thématiques particulières. Et j'ai été l'un des premiers à travailler sur le sport. Et donc j'ai obtenu ces financements à 2 reprises, c'est-à-dire pendant 10 ans. Là, c'est terminé actuellement. Ce qui m'a permis aussi de rentrer dans un collectif des porteurs, des titulaires de chaire Jean Monnet à Strasbourg.
et de faire actuellement partie d'un institut thématique interdisciplinaire qui s'appelle la Fabrique de l'Europe, et de travailler avec d'autres collègues qui sont des politistes, des sociologues, voire des historiens. Alors ceci évidemment a été fait parce que depuis 2010, j'ai travaillé sur des questions européennes à travers des ouvrages. Voilà, il y en a un certain nombre d'ouvrages que j'ai publiés aux publications du Conseil de l'Europe. Et puis j'ai publié un certain nombre de travaux, je vais passer en revue assez rapidement, avec certains collègues. J'ai coordonné un dossier de la revue, qui est la grande revue de politique européenne, qui s'appelle Politique européenne, sur le football. J'ai aussi j'ai coordonné un autre dossier qui s'appelle l'Europe selon le football, là où j'ai fait l'introduction avec Alfred Wahl. Et puis j'ai publié un ouvrage qui s'appelle l'Europe du football, socio-histoire d'une construction européenne aux presses universitaires de Strasbourg. Donc on voit un certain nombre de productions scientifiques et je continue à travailler sur ces questions, mais aussi avec d'autres auteurs, avec une collègue de l'Université de Bologne, où nous avons comparé des travaux européens sur la question de l'intégration par le sport et sur la question des migrations. Autre thématique qui est là, une thématique sur laquelle j'ai travaillé pendant quelques années, et maintenant je vais passer à autre chose, qui est aussi un effet de la politique locale du sport santé, puisque j'ai travaillé sur ces questions à partir des années 2012, à l'époque où, dans notre laboratoire, nous avons eu un contrat avec l'Agence régionale de santé d'Alsace, qui nous a demandé de faire une enquête sur les effets sociaux du nouveau dispositif qui s'appelle Sport Santé sur ordonnance. Et donc là, j'ai travaillé avec une équipe et nous avons publié un certain nombre de résultats sur ces travaux, avec notamment ma collègue qui s'appelle Sandrine Nové, qui est déjà venue ici, que vous connaissez, avec des doctorants, Florian Lutrin, Marine Grassler, que j'ai encadré, où nous avons publié sur tous ces effets sociaux à partir d'enquêtes dans les quartiers populaires de la ville de Strasbourg. Et à la fin, un peu comme ce que j'avais fait pour la sociologie de l'organisation sur l'Europe, eh ben, nous avons publié un ouvrage de synthèse que j'ai coordonné avec Sandrine Nové sur quel est l'état actuel des travaux sur le sport santé. Nous avons intitulé ça « De l'action publique aux acteurs publics, aux acteurs sociaux ». Et pour terminer, pour rester dans le temps, j'ai ouvert de nouveaux chantiers depuis 3-4 ans, notamment la question du sport dans les espaces transfrontaliers, puisqu'à Strasbourg, nous travaillons beaucoup avec les Allemands en proximité. Il y a de nombreux échanges à travers le sport, il y a beaucoup de programmes d'action publique transfrontalière mis en place à Strasbourg. Et donc j'ai participé à un programme qui a été financé par le Réseau national des maisons des sciences de l'homme, avec des collègues de Bordeaux qui travaillaient sur le transfrontalier avec l'Espagne, avec une collègue, Clémence Perrin-Malter, qui travaille à l'université de Savoie, il me semble, et nous avons développé des travaux, nous avons publié aussi un certain nombre de résultats d'enquête, et plus dernièrement, nous venons de publier un dossier dans un dossier qui a été accepté pour la première fois dans cette revue Journal of Modern Studies sur la question du sport, des activités physiques dans les espaces transfrontaliers, une forme d'européanisation de proximité. Voilà. Après, il y a d'autres ouvrages que j'ai publiés aussi pour faire le point. Là, nous avons publié avec Fabien Archambault et Stéphane Beau sur la question qu'on appelle le football des nations, c'est-à-dire comment des nations comment les équipes nationales reflètent en fait des nations. Et nous avons fait une comparaison entre plusieurs nations européennes et puis aussi des nations sud-américaines. Voilà. Quelques pistes, quelques réflexions, et finalement on voit qu'à travers ce parcours de chercheurs, on voit que pour comprendre comment se fabriquent les objets de recherche, il faut revenir sur le parcours du chercheur avec un premier niveau de lecture
qui est tout cet enchaînement de séquences, d'expériences marquées par une série d'événements de transition, de bifurcation, avec des effets d'opportunité, avec des stratégies qui sont plus ou moins conscientes, hein, on choisit de changer d'objet, mais aussi avec un deuxième niveau qui relève plutôt d'un effet de trajectoire sociale qui est particulière du chercheur, qui reflète aussi un contexte local, qui imprime, qui oriente des objets. Et puis, ces travaux sont aussi un effet de la circulation de recherche au sein de la communauté scientifique. C'est la sociologie du sport en particulier, hein, qui est un contexte particulier, mais aussi la sociologie en général. Et il y a un effet d'opportunité à travers les appels à projets. Voilà, donc j'ai terminé, Williams, ce tour, cette présentation. J'essaie de rester dans les temps, hein, pour permettre l'ouverture à la discussion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, William. À la fois pour des collègues qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissent qui ont découvert des choses, et puis des jeunes chercheurs qui voient comment se construisent des parcours et des références dans des objets, des ancrages théoriques. Si vous voulez bien, on va aménager quelques minutes quand même pour poser des questions à William. N'hésitez pas. Camille, si tu veux. Alors, Monsieur Gasparini, c'est un vrai plaisir de vous avoir écouté parce que le hasard de la vie a fait que j'ai eu Michel Quevel en cours à l'UFR de Reims. J'ai enseigné le PS au lycée Lyoté à Casablanca où j'étais joueur. De volley. De volley, et tous mes collègues à l'époque étaient, eux, dans des dispositifs militaires. Hein, et puis, sur la sociologie de Pierre Bourdieu, j'ai découvert Pierre Carle étant jeune et j'étais tombé sur le fameux documentaire La sociologie est un sport de combat, et grâce à mes collègues dans le laboratoire, j'ai pu voilà, augmenter mes connaissances sur la question. Et c'est un hasard ultra intéressant et je trouve ça super. Et là, j'ai bien compris que vous ne présentiez que votre parcours. Soyez sûr que je lirai ce que vous avez produit. Et je ne sais pas quelle conclusion vous avez tirée de tous vos travaux, mais ma lecture un peu biaisée, qui est naïve, hein, m'a conduit à travers mon expérience d'entraîneur aussi, de joueur, entraîneur, à constater que finalement la question de la gestion du sport dans les associations, alors que ce soit à travers les échanges de l'OMS, etc., en dehors de toute logique commerciale, elle n'existe quasiment pas ou peu. Je prends un exemple. J'étais dans une petite ville à Chaumont où il y avait un club de volley. Tout l'argent, toutes les subventions étaient données au club de volley. Et puis tout l'argent partait à l'équipe professionnelle, et que ce soit les amateurs ou autres, il n'y avait pas d'investissement. Puis le judo souffrait, bref, personne n'avait d'argent. Quand j'ai voulu conduire des travaux de recherche dans le cadre du CVB et faire des choses, ils s'en fichaient complètement. Le savoir scientifique, ça ne les intéresse pas. Ce qui compte, c'est le spectacle sportif. Est-ce que cette phrase qui dit mais dans la circulation des savoirs, en fait, puis j'ai des expériences qui vont un peu dans ce sens-là. Si ça ne ramène pas d'argent, la circulation du savoir scientifique dans le monde sportif, en fait, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vaste question, mais enfin, je suis très heureux de savoir que vous êtes passé par le lycée Lyoté, parce que j'étais enseignant au lycée Lyoté. C'était en quelle année? J'étais entre 2003 et 2007. D'accord. Parce que moi, c'était en 1980, entre 86 et 88. Je suis un peu plus âgé que vous. Mais en tout cas, merci pour ce rappel. Alors, je ne sais pas trop quelle est la question. Que diriez-vous à quelqu'un qui affirme que la question de la circulation du savoir scientifique produit par la psychologie, la sociologie, dans le monde des associations sportives, mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, puis ça ne rapporte pas d'argent. À la rigueur, ils vont peut-être, pour acheter la paix sociale, faire de la RSE, inviter un ou deux chercheurs dans un centre de formation pour le foot, à la rigueur, et encore, ils ne vont même pas payer l'intervenant ou à peine prendre le billet de train, etc.
Mais je ne crois pas qu'on soit je crois pas que le monde sportif tel qu'il existe actuellement s'intéresse à la question de la vérité ou de la connaissance, puisque ça ne rapporte pas d'argent de leur point de vue. Non, mais enfin, je confirme. Hein, enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais été invité par des clubs sportifs ou des fédérations, mais je n'ai pas travaillé avec des fédérations pour développer des recherches ou pour montrer les résultats de ma recherche. Ce sont essentiellement des politiques publiques, enfin, des responsables des services des sports ou des élus qui souvent sont davantage intéressés par les recherches. Mais c'est vrai que dans les clubs, c'est assez rare, mais peut-être vous ici, vous avez des expériences où certains clubs sont intéressés, mais moi je n'ai pas d'exemple pour confirmer ce que... Enfin, je confirme ce que vous dites. Parce que, et après, je m'arrête, hein, mais même sur la question des politiques publiques, alors je me souviens d'une fameuse phrase où Bourdieu disait justement, en fait, quand on mobilise des sociologues, ben, on attend d'eux un peu des formules pour expliquer la violence, pour expliquer un peu, etc. Ils attendent des solutions, et les politiques publiques ne se demandent jamais si l'origine de cette violence n'est pas à l'extérieur de la sphère étudiée, quoi, hein, que ce soit la cité, le club sportif, ou etc. Et en vieillissant, ben, je suis devenu administrateur d'une MJC. Bon, il y a d'autres contrats qui existent dans le Nord. Il y a des collègues qui sont mobilisés, qui sont sollicités pour leur expertise dans la violence auprès des supporters, etc. Mais les élus que je rencontre, tous, en fait, si ce n'est pour acheter la paix sociale, ils se moquent de l'aspect citoyen de la circulation des savoirs. Ils ne vont pas donner de l'argent à la MJC ou à l'éducation populaire, hein, telle qu'elle existe, parce qu'il y a du turnover, parce que ça ne rapporte rien. En fait, il n'y a pas d'économie, enfin voilà, il n'y a pas de bénéfices visibles, tangibles, monétaires. Et je crois que j'ai fini par me résigner et trouver que c'est génial tout ce qu'on fait. Tout ça. Mais, et qu'est-ce qui change? Et vous-même, vous avez fait des recherches sur... Non. Mais parfois, j'avais besoin d'objets d'études. Et puis en faisant jouer mon réseau, ben, j'avais accès à des joueurs professionnels puisque j'en connaissais. Étant administrateur de la MJC, j'ai essayé moi de rencontrer des élus à la ville, etc. en leur disant mais laissez-nous laissez-nous pénétrer le milieu, voilà, donnez-nous l'autorisation de produire de la connaissance qui va servir à tout le monde. Ah oui, c'est génial, etc. Et en fait, ils s'en fichent. Ça a été le cas pour les migrants ukrainiens qui sont arrivés. On ce serait vachement bien qu'avec la MJC, on puisse savoir comment ils s'intègrent, etc. Ouais, tout le monde a applaudi. Puis au final, quand on leur a demandé 15 000 euros, Peut-être pour rebondir un peu là-dessus, et puis ça fait écho à la question aussi que je voulais poser. Tu as présenté ceux qui ont été des mentors, si je puis dire, en tout cas qui ont influencé ton parcours de chercheur. J'ai l'impression un peu moins de ceux qui ont été influencés par la rencontre qu'ils ont fait avec toi. Et je pense que ça fait écho directement à ce que tu dis, Camille, et à la question de la circulation des savoirs. On est chercheur, on est aussi enseignant. On forme des étudiants qui peut-être peuvent incarner et porter des rapports que nous on attend en termes d'acteurs impliqués dans la société civile et qui pourraient à leur tour mobiliser la recherche. Aujourd'hui, avec les L3 APAS, il y a une intervention en ce moment de Sanoussi Diarra, dont tu te souviens peut-être, qui a été l'un de tes étudiants. À Strasbourg. Qui a été l'un de tes étudiants. Sanoussi, c'est un joueur de rugby professionnel à Strasbourg, qui est à l'origine d'une association qui s'appelle Rebond, qui s'est développée sur tout le territoire de l'Occitanie. Sanoussi qui est extrêmement actif dans la structuration actuellement de l'institutionnalisation du champ du socio-sport. Sanoussi, il œuvre, notamment par le biais d'un consortium qui se constitue avec actuellement 8 associations socio-sportives sur le territoire qui sont parmi les plus importantes de France. Il œuvre à développer un consortium, un pacte social par le sport, dans lequel il y a une part importante, réservée, sanctuarisée pour des moyens dédiés à l'activité de recherche. Pensé comme étant une ressource et un support pour accompagner le développement, à la fois en termes de structuration, d'institutionnalisation, mais aussi en termes de support pour alimenter les pratiques professionnelles.
Ce que je veux dire par là, et ça fait peut-être aussi en même temps une réponse à ta question, Camille, et à la question de la circulation des savoirs, à laquelle on s'intéresse aussi dans le labo, et à ton intervention, c'est qu'on essaime aussi peut-être, par nos enseignements, une sensibilité à la recherche et une sensibilité à l'utilité que peut avoir la recherche, y compris pour les pratiques professionnelles. Tu as dit, pour commencer ton intervention, j'ai commencé par le terrain. Moi, j'essaie de dire qu'on est aussi des acteurs de terrain quand on est chercheur. Notre sociologie, c'est une sociologie de terrain. Donc, elle renseigne le terrain. Et donc, pour essayer de déconstruire parfois l'opposition qu'on peut percevoir entre recherche et intervention, je pense qu'il y a vraiment matière à faire dialoguer ces deux dimensions. Et donc, du coup, vraiment, ma question, c'est celle-là. Tes cours, on fait des émules, on fait des petits. Sanoussi, quand je lui ai dit qu'on te recevait ce matin, il m'a dit, ah bah, Jules Sayura de ma part, je me souviens de ses cours, et son parcours porte aussi la trace, vraisemblablement, des enseignements. Alors c'est vrai que je te remercie pour cette intervention. J'en ai pas parlé parce que effectivement on ne fait pas trop les effets qu'on produit aussi, à part si les anciens viennent nous dire, mais Sanoussi, je me souviens très bien, il était dans une promotion avec un autre étudiant qui s'appelle Jérôme Bochet, que vous connaissez peut-être, et qui maintenant est professeur d'université à Strasbourg et directeur de l'UMR. Voilà. Et donc, je sais que, en tout cas, tous les doctorants que j'ai formés actuellement sont maîtres de conférences. Certains sont HDR, parce que j'ai un certain âge, hein, donc ils sont aussi en milieu de carrière. Et effectivement, on produit des études pratiques, pas seulement dans la recherche, mais aussi peut-être dans l'intervention par le sport, l'intégration par le sport, etc. J'ai suivi la carrière de Sanoussi, oui, j'ai connu l'association Romain. On va prendre une dernière question, parce que sinon on va être pris par le temps et William va être gêné pour repartir avec Annie. Stan, donc... Très rapidement, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, oui. Merci William, et merci Williams aussi. En fait, tu as beaucoup parlé de l'enchaînement de séquences, trajectoire, l'ancrage local à Strasbourg, en Alsace, on l'a bien compris. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu aussi, peut-être nous parler un peu de tes difficultés rencontrées, à la fois dans ta carrière, ou même aussi durant ta formation, parce que tu n'en as pas trop parlé, c'était peut-être pas le moment, mais je pense que ça éclairera aussi beaucoup les jeunes chercheurs qui sont présents dans cette salle. À quoi tu as dû te confronter, en fait, pour faire carrière? Je pense que j'ai été confronté à des choses que tout le monde connaisse, là, enfin tous les chercheurs, lorsqu'on est jeune chercheur, déjà des difficultés à publier. Vous savez qu'au début, dans les années 90, les chercheurs publiaient très peu. Et moi-même, je vous l'ai dit, je n'avais pas de stratégie de publication. Et donc, c'était assez difficile, effectivement, de trouver les bonnes revues, d'être aidé, accompagné, parce que mon directeur de thèse ne m'accompagnait pas. Toujours à l'époque, je me souviens, j'ai fait ma thèse en 4 ans, je l'ai lu 2 fois, le directeur de thèse. Je ne sais pas comment ça se passe ici. En tout cas, moi, mes doctorants, je les vois tous les 3 mois, on fait un point. Enfin, maintenant, il y a un CSI, ce qui n'existait pas à l'époque, mais c'était très difficile, et donc ça supposait de l'autonomie dans la recherche. Donc la difficulté, c'était ça. Bon, il faut dire qu'il avait une vingtaine de thésards, mon directeur de thèse, il n'existe plus à l'heure actuelle. Ensuite, les difficultés, être qualifié, parce que voilà, c'était tout un travail, être qualifié pour être prof, parce que maintenant, on ne demande plus la qualification pour les maîtres de conférence, à l'époque, il fallait le faire. Difficulté aussi à obtenir des contrats, parce que c'est pas simple, pas parce que j'ai présenté un enchaînement de contrats que c'est linéaire et que c'est pas sans difficulté, c'est difficile, puisque des fois j'ai été retoqué. Difficulté à publier dans les articles, j'ai essayé de publier dans des bonnes revues, et vous savez que c'est très difficile, il y a des allers-retours, il y a des refus, même à mon âge, à mon niveau d'expertise, c'est toujours aussi difficile. Il ne faut pas penser qu'on envoie un papier une fois qu'on est arrivé à un certain niveau et que c'est accepté automatiquement. Donc tout ça, effectivement, il y a un grand nombre de difficultés que je n'ai pas données, mais je pourrais rentrer maintenant dans chacune de ces difficultés, si j'ai le temps. Sur le plan humain, par exemple.
Sur le plan humain dans la vie de laboratoire? Toujours une même question comme dans tous les laboratoires, quoi. Il y a des affinités électives, on va dire, avec certains chercheurs plutôt qu'avec d'autres. Moi, je travaille qu'avec les gens avec qui je m'entends bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Sandrine Clovet, par exemple, avec Gilles Marchizet. Certains connaissent, on a publié des livres, des articles ensemble. Et les autres avec qui je ne m'entends pas, je ne travaille pas avec eux. Voilà, mais après, moi, je ne suis pas dans la recherche, il n'y a pas de rivalité forcément dans un laboratoire, enfin dans notre laboratoire, mais en tout cas, il y a des gens avec qui je ne travaille jamais. L'influence des responsabilités sur les choix et les trajectoires. Les responsabilités à l'université que j'ai eues. Alors, j'ai eu beaucoup, je n'en ai pas parlé quand même. J'ai eu beaucoup de responsabilités, j'en parlais avec Williams. J'étais directeur de labo, j'étais doyen de faculté, directeur d'école doctorale. Les directeurs d'école doctorale, ça m'a ouvert aussi à l'interdisciplinarité et de travailler avec, par la suite, de connaître d'autres collègues en sciences politiques, en sociologie, en histoire. Donc mes responsabilités, ça m'a un peu empêché à un moment d'écrire, mais en même temps, ça m'a ouvert sur, sauf la direction d'une faculté, ça c'est dur, c'est difficile. Ça, pour moi, ça m'a éloigné de la recherche complètement. Alors que la direction d'une école doctorale, ça m'a ouvert plutôt. Directeur de labo aussi. Donc, mais à un moment, oui, il faut prendre des responsabilités. Là maintenant, j'ai quitté toutes les responsabilités. J'essaie de me remettre à l'écriture, mais c'est pas simple parce que quand on est chercheur dans une longue carrière, c'est mon cas, on a des cycles. Il y a des moments où on est très productif, et d'autres moments où on n'écrit rien. Et ça, il faut le concevoir, quoi. Il faut l'admettre. On ne peut pas être productif tout le temps. Donc, merci beaucoup, William. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.